Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et associé. Encore une fois, on va parler finances, on va parler de finances fort intéressantes. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Pierre-Paul, je t'amène sur un sujet. En fait, on va sur un sujet qui a été traité un peu après la période des fêtes parce que ça s'engorge de ce côté-là. On va parler de cartes de crédit, on va parler d'intérêt sur les cartes de crédit également. Oui, en fait, l'effet pervers un peu des intérêts, je voulais le chiffrer aujourd'hui parce que des fois, c'est très abstrait pour les gens. Hein? C'est les taux d'intérêt, puis comment on paye, puis il y a toutes sortes d'exemples qui démontrent que les gens sont pas conscients de l'impact de l'intérêt. Fait que la première chose à dire là-dessus, il y a un petit rappel. Oublions pas que selon les tribunaux au Québec, un taux d'intérêt entre 30 et 35 là, ça commence à être considéré abusif par les tribunaux. Ça, c'est la première chose. Puis il faut être conscient du taux d'intérêt qu'on paye sur les dettes qu'on a. Que ce soit notre taux hypothécaire, ça, habituellement, les gens le savent. Mais le taux d'intérêt qu'on paye sur notre véhicule, le taux d'intérêt qu'on paye sur les cartes de crédit si on ne la ramène pas à zéro à tous les mois, ces éléments-là, ou les prêts personnels, il faut connaître notre taux d'intérêt. Puis des fois, dans le taux d'intérêt, il y a aussi une assurance cachée, une assurance pour le prêt. Fait ils sont tout le temps obligés, là, les prêteurs, de mettre le taux d'intérêt net après tous les frais et les assurances. Ça, il faut le regarder. Puis ça ne devrait pas dépasser le 30 %. Ça, c'est la première des choses. Et malheureusement, il y a des gens qui vont aller faire des prêts dans des situations qui sont vraiment pas logiques à des taux des fois de 30, 40, j'ai même vu 50 % oui. À des prêteurs qui prêtent à haut risque. Si on passe pas dans une institution financière, là, ça veut nous donner une information, il y a quelque chose qui marche pas. Soit on devrait pas emprunter puis on devrait se questionner sérieusement sur nos finances, soit notre cote de crédit est trop magané, fait qu'on a fait des gestes dans le passé qui ont contribué à ça. Il faut corriger ces gestes-là. Fait que d'une manière ou d'une autre, ça nous donne l'information de ne pas passer pour un prêt dans une institution financière. Donc, commençons pas à aller chercher un prêt du 35 % dans une institution à haut risque parce qu'on se tire dans le pied et malheureusement, ça, on le voit souvent. Ça veut dire que du côté des prêteurs, il faut être prudent. Est-ce qu'ils sont capables d'évaluer à un moment donné ou est-ce qu'ils ont le pouvoir d'évaluer que ce qu'on veut emprunter, ça a de l'allure ou ça n'a pas d'allure? Pas le montant nécessairement, mais ce pourquoi on veut emprunter. Parce que c'est un élément important également, mais j'ai l'impression qu'on ne touche pas à ça non plus. Hein? Ça va vraiment dépendre des conseillers, des prêteurs. Faut penser, l'être humain fonctionne en incitatif. Hein. Si tu incites quelqu'un à faire quelque chose puis tu lui donnes une carotte pour ça, il va adopter des comportements généralement qui vont aller en direction de l'incitatif. Donc, les conseillers dans certaines institutions financières vont être rémunérés en fonction du nombre de cartes de crédit qu'ils vendent. Ils vont être rémunérés en fonction du nombre de prêts qu'ils font. Donc, il n'y a pas un incitatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui va le faire, parce qu'il y a encore des gens en ce monde qui ont un certain éthique de travail, évidemment. Mais dans plusieurs institutions, ça devient de la vente à pression. Et quand c'est de la vente, c'est de produire quelque chose. Et si notre produit, c'est un prêt, il y en a qui vont le pousser, malheureusement, sans analyser tout ce que tu viens de dire, la capacité de remboursement. C'est pour ça qu'on aime ça quand les gens viennent nous voir avant de décider s'ils vont aller faire un prêt, parce qu'on va regarder avec eux, est-ce que ça rentre dans le budget, c'est-tu raisonnable, c'est quoi le plan de match, parce que c'est pas toujours regardé des institutions financières. Je dirais même jusqu'à dire que c'est rarement regardé, parce que les incitatifs sont pas là pour les employés qui vendent ces produits-là. Je vais donner un exemple, là, par exemple, pour une carte de crédit, mettons qu'on a quelqu'un une carte de crédit qui a 10 000 $ dessus. OK? On sait présentement que le remboursement minimum présentement sur une carte de crédit, c'est 5 %. Ça veut dire 500 $. Donc, la carte de crédit va nous exiger un paiement minimum de 500 $ sur la carte. Et si on prend, exemple, une carte standard, là, à 28 % par exemple, si on paye seulement le minimum, on en a pour à peu près 2 ans et demi à payer ce minimum-là pour arriver à clairer la carte. Et ça veut dire qu'on va avoir payé sur 10 000 à peu près 3 600 $ en intérêt. C'est plus que le tiers de la carte, ça, là. Donc, ça vient à coûter très cher. Ça vient à mettre des paiements sur longtemps. Si on prend le même exemple, 25 000 $, le paiement minimum, quelqu'un qui a une carte de crédit de 25 000 $, parce qu'il y en a qui ont cette capacité-là, ils ont des bons revenus, carte de crédit de 25 000 $, les paiements exigés minimum sont à 1 250 par mois. Ça nous mène encore que ça va prendre à peu près 2 ans et demi à payer, mais là, on va avoir payé 9 000 $ d'intérêt sur la carte. Tu sais, sur une carte de 25 000, là, le premier 580 $ à peu près, là, c'est des intérêts qu'on paye.
Le gros problème, oui, il y en a qui vont dire, ben là, 1250, je suis capable de payer ça. Parfait, je vais payer ça. J'en ai pour 2 ans et demi, puis c'est pas grave. Bon, d'un, ça va coûter très cher en intérêt. Mais de deux, la réalité, là, les gens n'arrêtent pas d'utiliser la carte. Là. Ouais. Donc, ils remboursent 1250, ils remettent 1000 $ dessus. Mais là, la carte n'est plus à 25 000, là, elle a monté. Pourquoi? Ben, on avait le premier 580 $ qu'on a payé, ça a juste payé de l'intérêt. Là. Le capital n'a pas baissé. Et là, ben, si on rajoute toutes les problématiques de gens qui payent en retard, donc qui ne payent pas les minimums, donc il y a des intérêts, des frais de plus de calculer, puis là, c'est des cercles vicieux qui s'embarquent. Donc, les intérêts, ça peut avoir un effet très, très, très pervers, ça coûte très cher, et c'est là que les gens se font avoir beaucoup avec les cartes de crédit, parce que c'est un des taux les plus élevés, et si vous êtes au-dessus de 30%, ben là, c'est sûr que c'est la catastrophe, là. Mais on le voit pas. On n'a pas l'impression que les gens voient ça. Il y a une carte de crédit des mains, c'est un bout de plastique qu'on peut faire ce qu'on veut avec, finalement. J'ai l'impression qu'on n'a pas de conscience collective là-dessus. Oui, on en a déjà parlé un peu de ça, à l'aspect psychologique derrière les cartes. Le fait qu'on ne dépense pas physiquement l'argent, que c'est pas des billets qu'on paye. On passe 200 $ sur une carte de crédit, on le voit même pas passer pour la majorité des gens. Alors que si on avait à prendre 200 $ d'argent, là, puis on sort des billets de 20 ou des billets de 50, puis là on le donne à quelqu'un, ça fait pas mal plus mal. Fait que oui, il y a tout le volet de la consommation est orienté comme ça, puis tout le système de crédit est orienté comme ça. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui décroche de ce système-là, qui favorise les institutions financières et qui plutôt vont se retrouver dans une situation où moi j'en veux plus de crédit. Là. Une fois qu'on a eu notre maison, là, puis qu'elle est financée, là, on n'a plus besoin normalement de crédit. Si on a une bonne structure financière, on va être capable, avec l'argent qu'on fait, de se mettre dans une position de mettre de l'argent de côté pour acheter éventuellement notre véhicule. Puis après ça, ben si on veut un meilleur véhicule, ben pendant qu'on utilise ce véhicule-là, on va se mettre de l'argent de côté pour le prochain véhicule, puis on roule comme ça. Ça, c'est une façon saine. On a utilisé le crédit en début de vie, on va dire ça comme ça, pour la maison, pour des achats, une voiture, des fois pour des choses comme ça. Le plus vite possible qu'on peut s'affranchir de ce système de crédit-là, le mieux que c'est. Puis ça m'amène à parler au deuxième volet, le côté positif des intérêts, ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. Oui. Bon, ça, c'est l'autre bout du spectre, là, où on parle des intérêts composés. On n'est plus du tout à la même place, là. Non, puis encore là, je veux donner des chiffres au monde parce que ça, c'est quelque chose que les gens qui écoutent un peu de podcasts ou des chroniques sur les finances ou qui lisent là-dessus connaissent bien la magie des intérêts composés. Je veux juste mettre quelques chiffres en perspective. Là. On va prendre quelqu'un, tout ce que je vais expliquer, là, je vais parler d'un rendement d'à peu près 10 %. Pourquoi je parle de 10 %? C'est un rendement moyen que les gens peuvent espérer. Les gens qui placent leur argent dans l'indice, par exemple, là, comme le TSX, fait des rendements d'à peu près entre 8 et 10 % annuellement sur des longues périodes. Fait que 10 % c'est raisonnable. Si on place avec un courtier en valeur mobilière qui nous coach puis qui a des meilleurs taux, qui bat l'indice, ben là, on peut aller faire des rendements beaucoup mieux que ça encore. Mais prenons 10 %. Quelqu'un qui met 100 $ par mois, toute sa vie active, là, donc mettons entre 20 ans et 65 ans, ouais. et que ce 100 $-là fait du 10 % de rendement, ben, il va arriver à 65 ans, puis il va avoir 1 million de dollars. Donc, 100 $ par mois, il y a beaucoup de gens qui sont dans la capacité de faire ça et qui ne le font pas. Le même principe, donc 100 $ par mois, ça prend à peu près 45 ans pour bâtir 1 million. Si on y va, juste pour donner un autre exemple, le même chiffre, là, on va prendre 50 $ aux 2 semaines, ben on vient de sauver 1 an, ça prend 44 ans. Encore là, des fois, c'est que les gens ne se rendent pas compte, hein, en faisant des paiements qu'on va dire accélérés sur une hypothèque, ben on va couper le nombre d'années qu'on va payer un prêt, et c'est la même chose pour des placements. Si on place plus souvent qu'une fois par mois, ben on va faire du rendement plus rapidement sur l'argent qu'on place. Je veux prendre un autre exemple que j'ai calculé qui m'a donné, je trouvais ça vraiment intéressant. Quelqu'un qui a 100 000 $, okay, qui a réussi à placer par l'âge de 40 ans. Donc là, ça veut dire au fil du temps, il a accumulé de l'argent, il a vécu sa vie jusqu'à 40 ans, puis il a accumulé 100 000 $. 100 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent, OK? Mais c'est un objectif qui est quand même relativement réaliste pour beaucoup de gens, pour beaucoup de familles surtout. Si, évidemment, ils vont pas dans le sud à toutes les années, puis s'ils vont pas au restaurant à tous les mois, puis si, tu sais, il y a toutes sortes de préconceptions. Il y a des conditions là-dedans. Ben oui, il y a des dépenses que le monde font qui sont pas du tout rationnelles et c'est tout à fait correct d'en faire, mais il faut être conscient que si on veut se planifier pour la retraite, ben il faut être rationnel à quelque part. Et donc, j'ai fait un calcul, voir si quelqu'un a 40 ans, il a 100 000 et qui ne remet plus jamais d'argent du tout.
OK, qui ne touche plus à rien jusqu'à 64 ans et qui génère sur ce 100 000-là le même 10 qu'on a dit tantôt. Il va arriver à 64 ans, puis il va l'avoir le million aussi. Donc, c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire. Ce que je dis toujours aux gens, moi, c'est le premier 100 000 qui est difficile à accumuler parce que on travaille, on doit mettre l'argent de côté. Si on a mis 5 000 de côté dans une année, ben c'est tentant d'aller le chercher parce qu'à la fin de l'année, même si on a fait 10 de notre 5 000, il nous a pas donné grand-chose. Alors que quand on commence à générer 10 sur 100 000, ben là, on fait 10 000 par année. Ça commence à être intéressant. Puis quand notre 100 000 il est rendu à 500 000, ben là, on fait 50 000 par année. Et rapidement, on se rend que le simple rendement qu'on fait paye toutes nos dépenses familiales. Fait que le travail qu'on fait, ben on le gagne en plus. Je vais vous donner aussi, en finissant, l'exemple d'une dame que j'ai rencontrée qui avait 63 ans. Il y a plusieurs années que j'ai rencontré cette madame-là. C'était vraiment intéressant, puis ça illustre bien ce que je dis là. La madame, elle avait un gros beat de vie, OK? Elle a fait des très bons revenus dans le Nord, gagnait là facilement au-dessus de 250, 300 000 par année. Elle faisait des excellents revenus. Elle travaillait fort, mais gagnait bien sa vie. Et elle a eu des problèmes de santé, puis elle pouvait plus aller dans le Nord, donc plus rien qui marchait, puis elle a dû faire faillite parce qu'elle avait plus du tout ces revenus-là. Son médecin l'interdisait d'aller dans le Nord. Et la madame avait 63 ans à ce moment-là. Son plan, là, parce que j'ai posé des questions à cette madame-là, et vous aviez beaucoup d'argent, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à 63 ans et que vous n'ayez pas une scène de côté pour votre futur? Ben elle, c'est que son plan, là, elle se disait pour la retraite, elle avait compté qu'elle avait besoin de 250 000 total. Fait qu'elle s'est dit, ben c'est facile, je vais travailler toute ma vie, je vais avoir du fun, je vais dépenser, puis je vais arriver à la retraite. Dans les 2 dernières années, de 63 ans à 65 ans, là, 3 dernières années, je vais accumuler mon 250 000. Et dans son budget, ça faisait honnêtement du sens parce que elle avait beaucoup d'excédents qu'elle brûlait dans toutes sortes de choses, s'acheter toutes sortes de bébelles qu'elle n'avait pas vraiment besoin. Ceci étant dit, il est arrivé le problème de santé. Il y avait 2 failles très, très importantes dans son plan. La première faille très importante, ben, ça sous-entendait qu'elle devait baisser son niveau de vie de façon drastique à 63 ans. Si tu as roulé toute ta vie pendant 40-45 ans à dépenser d'un certain niveau, c'est très, 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 très difficile de diminuer un niveau de vie comme ça puis de dire, ben oui, le reste, je vais le placer. Donc ça, c'était très irréaliste selon moi comme stratégie. La deuxième élément qui était complètement démesuré, c'est que je lui ai fait réaliser combien elle aurait pu mettre de côté en début de carrière pour être capable d'avoir son 250 000. Puis tout ce qu'elle devait faire, là, c'est la première année qu'elle travaillait quand elle avait 23-24 ans, là, elle avait juste à mettre 3 400 $ de côté. Ce 3 400 $ de côté-là, pendant 45 ans, à 10 ça l'amenait à 250 000. Donc, elle s'était faite à se priver de façon complètement irréaliste, alors qu'elle aurait pu juste mettre 3 500 $ de côté. Puis, j'ai fait le même calcul pour 7 de rendement, là, mettons qu'un rendement là, pas très bon, là, ben c'était 12 000 qu'elle avait de besoin. Elle aurait pu prendre 12 000 là, sa première, deuxième année, mettre ça de côté, placer ça et ne jamais y retoucher. Fait que, c'est pour dire que de penser à ces éléments-là en début de carrière, quand on commence à faire de l'argent et ne pas toucher à cet argent-là, c'est vraiment ça le seul secret pour devenir riche ou fortuné ou avoir de l'argent de côté pour la retraite, c'est de le faire le plus tôt possible parce que c'est pas de mettre beaucoup d'argent qui est important, c'est d'en mettre tôt puis de faire des rendements dessus. Voilà. Ben ça, il faut le dire aux jeunes rapidement, là, parce qu'il y a des jeunes qui pensent pas à ça du tout. Là. L'argent rentre, on en profite, puis on profite de la vie. Là. Oui, puis c'est pour ça que l'exemple de 40 ans, je le trouve intéressant tantôt, parce que 100 000 à 40 ans, c'est faisable de le faire. Puis si on ne l'a pas fait à 40 ans, ben on peut s'y atteler rapidement et accumuler 100 quelques mille là, en faisant des choix agressifs. Et à ce moment-là, on va arriver 25 ans plus tard, puis on va l'avoir le million aussi pareil. Là. Donc, on peut se rendre, même si on s'y prend plus tard, c'est juste que ben ça nous prend plus qu'on attend, plus que ça nous prend d'efforts. On se comprend que mettre 3 500 $ de côté à 20 ans, c'est pas mal plus facile que de trouver en 2-3 ans 1 million à placer de côté. Là. Effectivement. Pierre-Paul, on est rendu déjà au bout du segment. On donne de l'information pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire au info@commercial-lacasse-syndic.com, peuvent aller sur notre site Internet, notre Facebook ou notre LinkedIn, Lacasse et Associés. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois. Ce fut vraiment très intéressant. Merci, Denis.